Allô mes amis, allô Caroline, es-tu là? On va, on va Ouais, démarrer, donc, super, notre élément différenciant. Donc, je vais juste prendre quelques minutes pour vérifier euh, que nous sommes bien. Donc, je vais regarder un petit peu je vais regarder sur les réseaux sociaux si nous sommes bien en ligne. Attends un instant, il faut que je vois aussi Caroline. Allô à tout le monde. Merci d'être là. Merci de patienter quelques instants. Je suis en train de tout régler. Je dis, on est en train, genre, c'est moi qui suis en train de le faire. Et donc, Caroline, est-ce oui, que tu peux ouvrir ta caméra et ton micro, tu l'as fait? Alors, pourquoi je te vois pas? Allô à Caroline, super. OK. Donc, nous avons déjà les invités qui sont là, qui vont pouvoir ouvrir leur caméra juste à la fin. OK? Pour le moment, ça va être Caroline et moi pour démarrer donc cette nouvelle saison de éléments différenciants. Alors, je suis juste en train de regarder. Je ne sais pas, Caroline, si toi, tu nous vois sur LinkedIn. J'espère que oui, parce que tout avait l'air OK. oh, je peux la regarder. Attends. Alors, on est bien sur LinkedIn. Super, super. On est bien sur Ouais. LinkedIn. Et du coup, sur LinkedIn, je vais simplement faire le repost dans le réseau Femmes Inspirantes parce que, bah, écoutez, on ne peut pas avoir deux appairages sur LinkedIn. Et du coup, voilà. Donc, c'est partagé au niveau du réseau Femmes Inspirantes. Par contre, je ne vois que moi. Donc, je vais encore prendre quelques minutes pour vérifier ce qui se passe pour que on puisse nous voir toutes les deux. Alors, c'est un tout petit détail technique. On est dans les temps, on n'est pas en retard, tout va bien. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je ne nous vois pas toutes les deux? Je sais pas, moi je nous vois toutes les deux, donc Alors, un instant. Afficher. Je suis en train de regarder l'affichage. Il faut qu'on soit toutes les deux. En fait, c'est tu nous vois toutes les deux, je ne nous vois pas toutes les deux sur le live, en fait, tu vois. Donc, je nous vois toutes les deux bien ici. ah, oui, je saisis. Attends, je vais vérifier. OK. Alors, super. Je te vois quand tu prends la parole. OK. Bon, c'est pas grave si on n'est pas côte à côte. J'arrive pas à nous mettre côte à côte. Donc, c'est pas trop grave. Donc, j'ai l'affichage galerie, mais je sais pas. Mais C'est pas si trop tu... grave. On va quand même démarrer. Donc, aloha à toutes et à toutes celles qui sont sur le plateau. Donc, c'est l'interview de Caroline aujourd'hui, mais nous avons d'autres invités qui vont pouvoir, à la fin de l'interview de Caroline, poser des questions et rebondir sur ce que Caroline va partager. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre mon bloc-notes. Moi, si je ne note pas, je suis perdue. Et du coup, je suis trop contente de relancer notre élément différenciant. C'est vraiment cet élément différenciant dont beaucoup d'entrepreneurs ont plus ou moins conscience, beaucoup de femmes actives ont plus ou moins conscience, sans forcément savoir ce que c'est et même savoir la puissance et la différence que ça peut apporter dans leur activité. Donc, c'est notre deuxième saison. Donc, on avait déjà démarré en 2023, tout simplement parce qu'en accompagnant mes clients, je me rendais compte qu'elles avaient conscience de leur expertise, de leur comment dirais-je, de leur méthode, de leur diplôme. Mais quand je leur demandais c'est quoi ton unicité, qu'est-ce qui te distingue des autres coachs, thérapeutes, je ne sais pas, consultantes de ton domaine sur ton marché? Qu'est-ce qui fait que toi, c'est toi et pas quelqu'un d'autre et qu'on va aller vers toi et pas vers quelqu'un d'autre? Eh ben, c'est pas évident. Et pour l'avoir vécu, je me suis rendu compte que c'est pas toujours simple d'identifier son élément d'unicité, ce que j'appelle l'élément différenciant. Et non seulement c'est pas simple de l'identifier, c'est pas simple de se l'approprier et d'en faire vraiment un socle, en tout cas une force pour son activité. Et donc, c'est ce dont on va parler. Je suis en train de perdre un peu ma voix, je sais pas pourquoi. C'est ce dont on va parler, mais je ne vais pas beaucoup parler, donc du coup, ça va aller. C'est ce dont on va parler. Pardon. C'est ce dont on va parler avec les différentes invités qui vont s'enchaîner et se suivre tous les mercredis, tous les deuxième et troisième mercredis du mois à partir de 12h30. On est ensemble pour à peu près 45 minutes. Et aujourd'hui, je suis très heureuse parce que j'ai déjà échangé avec Caroline et je lui disais waouh, 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 waouh. Parce que
voilà, l'élément différenciant démarre fort. Caroline, elle est thérapeute avec une spécificité vraiment parce qu'elle accompagne les personnes victimes de violences. Elle va un peu introduire cela. Et on va être dans la granularité parce que elle a vraiment une approche spécifique pour une cible spécifique. Et ça, je trouve ça juste génial parce que c'est une cible à laquelle on pense jamais et à la limite dont on se méfie même. OK? Et donc, voilà, moi, je m'arrête là pour l'introduction. Est-ce que tu veux bien te présenter pour démarrer, Caroline? Et ensuite, nous allons enchaîner. Avec plaisir, merci Muriel. Donc oui, je suis Caroline Giroux, thérapeute. Donc thérapeute en relation d'aide, c'est une approche humaniste, mais surtout, je suis thérapeute et ce que je porte dans le cœur, c'est vraiment d'accompagner les personnes qui ont été victimes ou notamment de violences sexuelles, intrafamiliales ou vicariantes dans le cas des avocates, puisqu'on va en parler tout à l'heure, probablement. Puis ce qui me spécifie, c'est que oui, les violences, on les connaît, on a l'habitude d'entendre parler du traitement, du soin du trauma, que ce soit par le MDR, des TCC, peu importe, mais on a tendance à oublier que au-delà de l'effraction physique, de l'effraction psychique, il y a aussi une effraction relationnelle. Puis c'est l'endroit où moi, je travaille pas sur le trauma, je travaille sur ce qu'il laisse dans la relation encore aujourd'hui. Là où beaucoup d'accompagnement se centre sur l'événement, sur j'ai envie de dire la blessure originelle, moi, je pars pas du même endroit, c'est-à-dire que je me centre sur ce que l'événement a modifié dans notre façon d'être encore aujourd'hui, en lien avec les peurs qu'on peut avoir, la honte qu'on peut avoir, la culpabilité, ce qui nous empêche d'exister complètement, de se sentir libre. Puis ça vient impacter tout un tas d'espaces, là, la confiance en soi, l'estime de soi, la sécurité intérieure. Tu sais, tu me parlais tout à l'heure avant de lancer l'émission tu sais, des femmes qui ont peut-être du mal à se légitimer dans le chemin qu'elles font, puis dans ce qu'elles peuvent inspirer, etc. Ça vient impacter ça aussi, se légitimer dans nos besoins, nos droits, nos envies, nos désirs. Donc, c'est un petit peu ça, je dirais, le Ton fondement approche. voilà, de mon approche. Puis c'est sûr que j'ai à cœur d'accompagner les personnes qui ont été victimes de violences, qui sont aujourd'hui des adultes, des parents, des proches, etc. Puis ce qui m'a impacté fort, c'est que en contactant des avocates qui accompagnent juridiquement les victimes, je me suis rendu compte que leur besoin n'était pas seulement d'apporter un soutien aux victimes qui sont dans une démarche judiciaire, mais que elles aussi, elles étaient confrontées à l'impact émotionnel de leur dossier, à l'impact de voir l'émotion, la colère, l'impuissance chez leurs clients, puis à l'impact des violences vicariantes notamment. Et du D'accord. coup, ça, Alors, je vais t'arrêter là parce qu'on s'approche justement de la différence de ce qui fait ta spécificité vraiment dans ton accompagnement. Pour revenir à quelque chose, tu as dit que pour toi, en fait, ces violences étaient une infraction relationnelle. OK, et je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, c'est vraiment comment dirais-je, des agressions relationnelles qui affectent justement la relation. Et je vais juste spécifier, tu parles bien de relation à soi. D'accord, si j'ai bien à soi compris. et aux autres, Voilà. les deux. À soi d'abord, c'est-à-dire que c'est pas simplement la relation aux autres ou bien à la personne ou aux personnes qui nous ont agressés, mais c'est d'abord la relation à soi, parce que tu disais qu'en en fait, ça nous, si je comprends bien, euh, ça nous change, ça fait de nous quelqu'un qui n'est plus nous. Ah, on n'est plus la même Exactement. personne après ces agressions. La relation et la perception de notre personne et de notre valeur sont malheureusement affectées. Et c'est là où toi, tu interviens pour permettre, entre guillemets, de restaurer cela, si j'ai bien compris. Mais en fait, j'interviens pour, je sais pas comment dire, c'est pas moi qui, forcément, c'est pas moi qui restaure à la place de la personne, tu sais, c'est les Mhm. accompagner à venir nourrir d'elles-mêmes, tu sais, retrouver leur propre accès à l'estime de soi, etc. Dans le sens où c'est vrai que l'aspect relationnel des violences, euh, quand je dis que les violences sont relationnelles, c'est que c'est des atteintes relationnelles, c'est-à-dire qu'elles ont lieu dans le lien. Tu sais, c'est une prise de pouvoir sur l'autre, c'est une prise de domination sur l'autre, etc. Elles se rejouent dans les liens aux autres et c'est que dans un lien sécurisant qu'elles peuvent retrouver
un- qu'elles peuvent s'apaiser, tu sais, et puis que nous, enfin, que la Mhm. personne peut retrouver, tu sais, je dis nous parce que je m'incorpore dedans, là, on peut retrouver un espace de sécurité intérieure, un espace d'estime intérieure, un espace où on se sent le droit de poser ses limites, où on se sent le droit d'exister avec nos besoins, finalement d'être Mhm. soi. C'est là tout le Voilà, chemin d'être que tu soi. nommais, D'accord. c'est Voilà. d'arriver à retrouver notre chemin intérieur pour oser être soi. Mhm. Ce que tu dis est fort dans le sens où tu expliques que lorsque justement il y a ces violences, on est dans un rapport de domination. Donc il y a une prise de pouvoir de quelqu'un sur nous-mêmes. Et en fait, lorsque ces violences cessent, c'est qu'on entre dans toute cette démarche comment dirais-je, de procédure judiciaire, peu importe, de reconstruction. En fait, il faut reprendre son pouvoir sur soi-même. Il faut Exact. retrouver sa place, retrouver vraiment quelque chose qui nous a été enlevé, et c'est vraiment quelque chose de spécifique. Et là où vraiment on est dans quelque chose qui est ton élément différenciant à mes yeux, puisque c'est voilà, c'est vraiment ce qui fait ta différence et qui te distingue d'autres thérapeutes. Donc déjà le fait d'être humaniste, c'est très bien. Le fait de t'intéresser surtout à cette partie où l'après nous ramène à quelque chose où finalement on ne sait plus qui on est. On a perdu, on est déconnecté de son identité première, puisque voilà, dominant, ça n'existe plus, et donc on doit trouver quelque chose de beaucoup plus apaisé et serein. Mais tu as dit tout à l'heure que dans ton accompagnement, tu t'es rendu compte qu'il y avait une cible, en tout cas une portion de la population, qui, elle aussi, subissait les impacts de violences qu'elle n'avait peut-être pas subies directement, mais que leurs clients subissaient. Et donc, tu parlais des avocats. Et c'est là où je trouvais ça intéressant. Donc, pour la petite histoire, je sélectionne, euh, comment dirais-je, les invités de l'émission dans mon réseau Femmes Inspirantes à travers les posts qui sont publiés régulièrement. Et c'est lorsque j'ai vu il y a quelques semaines, si ce n'est pas quelques mois, un de tes posts où tu expliquais justement ton accompagnement comment dirais-je, à l'intention des avocats, donc des personnes qui sont dans un procès juridique. Et ça m'a étonnée, j'ai dit, ah bon, parce que donc, lorsqu'un avocat accompagne une victime, elle-même subit certains traumas pour lesquels elle a besoin d'aide. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. En fait, c'est l'espace où, effectivement, j'accompagne les avocates, notamment celles qui défendent les victimes qui choisissent soit qui choisissent de porter plainte, soit qui ne l'ont pas forcément choisi, parce que parfois, c'est la justice qui enclenche des procédures, et puis la personne peut se retrouver, du coup, dans une procédure pour laquelle elle ne s'était pas préparée, j'ai envie de dire. Puis donc les avocates se retrouvent confrontées à plusieurs choses. La première, c'est comme les faits pour lesquels leur cliente porte plainte. Donc ça peut être des faits de violence physique, ça peut être de la violence conjugale, ça peut être des faits d'inceste, ça peut être diverses violences sexuelles, etc. Donc ça reste quand même, c'est quand même pas anodin pour n'importe quel, excuse-moi, je vais reprendre mes mots, pour n'importe quel être humain, quel que soit son métier, y compris avocat, y compris quand c'est quelque chose qu'elles ont choisi, qu'elles ou ils ont choisi. Donc il y a ça, il y a l'impact de leur dossier, du poids de leur dossier, il y a le fait qu'elles sont confrontées ou qu'ils sont confrontés à l'émotionnel, à la sphère émotionnelle, à la charge que portent leurs clients, leurs clientes. Alors la première charge avec lesquelles elles arrivent quand elles sont sur le point d'entamer une procédure, mais il y a aussi toute la charge, euh, j'ai envie de dire, qui se joue à l'intérieur même de la procédure, c'est-à-dire par exemple, quelqu'un qui est sur le point d'aller porter plainte, il y a tout un tas de peurs, tout un tas de questionnements qui se posent avant même d'y aller. Quand ils sont dans la démarche, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir des sentiments d'impuissance, d'impatience, parce qu'elles sont un peu dépendantes, j'ai envie de dire, du système et puis du rythme du système. Et puis, il y a l'impact après aussi quand il y a un verdict ou quand il n'y en a pas, et puis le vide que ça laisse derrière. Donc, les avocats sont confrontés à tout ce que ça vient réveiller dans la sphère émotionnelle chez leurs clientes, pas simplement sur ce qu'ils ont vécu dans les violences qu'ils ont vécues, mais aussi dans ce que dans ce que la procédure vient générer tout au long chez leurs clients.
Et puis, la troisième chose, c'est le côté là où on peut rentrer encore plus dans l'espace des violences vicariantes, c'est que quand les avocats ou les avocates qui s'engagent à défendre les victimes se retrouvent confrontés aussi au discours donc des agresseurs, mais des avocats adverses, des médias pour certains sujets. Donc, il y a tout un espace qui est à accompagner dans ce Mhm. sens-là, parce qu'elles sont confrontées directement ou indirectement à ça. Et puis, ce qui m'a, moi, sauté aux yeux, en fait, c'est lors d'un webinaire que j'avais proposé justement aux avocates qui accompagnent les victimes de violences sexuelles, en l'occurrence, c'était ça le sujet, euh, où c'était plus comment leur donner des pistes pour accompagner, entendre et puis accueillir, j'ai envie de dire, la charge émotionnelle de leurs clients quand elles sont dans leur bureau. Puis je me suis retrouvée face à plusieurs avocates, en l'occurrence, qui, au-delà de ce besoin de pistes pour travailler avec leurs clients, m'ont dit, mais en fait, je suis à bout, j'en peux plus, ça fait du sens parce que j'accompagne des personnes qui sont euh, en situation irrégulière, puis qui sont dans des situations abominables, ou parce qu'elles accompagnent des victimes d'inceste et puis qu'elles se sentent complètement impuissantes à les aider. Donc, finalement, il y avait comme ce besoin-là des avocates d'avoir un espace pour elles, puis un Mhm. espace pas pour travailler sur leur dossier. C'est moi, j'interviens pas sur, j'ai envie de dire, comment elles gèrent leur dossier, mais un espace à offrir pour qu'elles puissent se déposer dans leur propre charge émotionnelle, en fait. Super. C'est vraiment ce que je trouve très intéressant, cette différence forte, parce qu'en fait, déjà, quand on en a discuté, je disais, mais je trouve ça génial parce qu'on a quand même un regard assez dur sur les avocats. Souvent, on pense que ce sont des personnes sans cœur, ce sont des personnes qui sont juste au service du système et qui limite, voilà, on n'a pas trop de compassion pour elles. Et toi, tu nous ramènes à quelque chose d'humain parce que tu es thérapeute humaniste, tu ramènes à quelque chose d'humain. Ce sont des êtres humains et ils ne font pas qu'accompagner comme des robots dans la distance. Et du coup, ils sont aussi impactés, touchés non seulement par la procédure en elle-même, mais aussi par les injustices de la procédure, parce que ce que leur décharge entre guillemets leur, leurs clients, mais aussi, comme tu expliquais, par tout ce que ça peut impliquer. Il peut y avoir de la diffamation. Bref, c'est-à-dire c'est des personnes qui, dans l'exercice d'une fonction qu'elles ont peut-être choisi, se retrouvent dans des micro-tourmentes. Finalement, c'est aussi de la charge mentale, c'est aussi des agressions. Et c'est aussi quelque chose qui peut impacter justement parce que tu parlais de la relation, donc cette relation à soi et aux autres. Et donc, c'est ce que je trouve juste génial de dire que dans, dans, dans cette structure d'accompagnement, il y a cette catégorie d'aidants. Parce qu'on va dire, oui, les seuls aidants, ce sont ceux qui aident les parents malades et tout. Mais il y a ces catégories d'aidants qui sont peut-être des professionnels de la loi, mais qui sont des êtres humains qui ne font pas qu'accompagner, mais qui, bon gré, mal gré, vont être en train de porter, être en train de supporter, de subir, ou tout simplement de recevoir des choses pour lesquelles elles ne sont pas préparées. Et quand tu dis je suis à bout, ça veut tout simplement dire qu'il y a quelque chose qui se répète pour lesquelles ces personnes ne savent pas comment s'en sortir. Tu vois? Et Mm. ça, c'est très important. Donc, moi j'aimerais savoir, par exemple, aujourd'hui, concrètement, on parle de ce milieu donc des avocats. Qu'est-ce qu'il y a pour justement accompagner ces personnes? Euh, voilà, de manière concrète, est-ce que ce sont des personnes qui parce que moi, je me disais dans ma tête quelque part, peut-être que j'ai vu ça aux États-Unis, qu'il y a des espèces, ou peut-être comme quand il y a des victimes d'actes terroristes, il y a des espèces de cellules mises en place Mm. et tout. Donc, est-ce que ces choses existent en France? Ou alors chaque avocat est livré à lui-même et doit gérer un petit peu cela? Parce que quand on parle d'avocats qui accompagnent spécifiquement des personnes, puisque c'est des spécialités, spécifiquement des personnes victimes de violences sexuelles, on est dans quelque chose d'hypersensible quand on parle d'inceste. Ça peut ramener à tellement de choses en soi parce que nous sommes des êtres humains. Donc, est-ce qu'il n'existe pas de cellules en fait en France ou est-ce que chacun doit se débrouiller dans son coin? Ouais, je veux pas dire de bêtises à cet endroit-là, tu sais, je pense il y a un accompagnement dans certains endroits, dans certains tribunaux ou dans les gros cabinets, tu sais, il y a des choses qui parfois peuvent être mises en place,
Mais globalement, il y a beaucoup d'avocats qui sont laissés seuls à elles-mêmes. Tu sais, il peut y avoir des accompagnements plus sur leur plan juridique. Tu sais, comme nous, en tant que thérapeute, on fait des supervisions, des régulations avec d'autres thérapeutes qui nous regardent, tu sais, Mhm, pour mhm, rester alignés, etc. Donc, plus sur leur accompagnement, leur travail juridique. mhm, Mais en termes tu sais, quand ils sont confrontés, comme tu viens de le dire, par exemple, à un procès qui parle d'inceste ou de choses comme ça, puis c'est sans compter que dans la réalité, on a tous une victime autour de soi, on a tous un agresseur autour de soi. Tu sais, quand on connaît le nombre de victimes, le nombre d'agresseurs, mhm, on mhm, est tous entourés, eux aussi. Et du coup, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont laissés, tu sais, qui se retrouvent un peu seuls avec elles-mêmes euh, dans cette charge émotionnelle qu'elles peuvent porter. Et puis, mine de rien, c'est quelque chose que j'ai pu entendre de la bouche je pense à une avocate en particulier, qui a géré vraiment des dossiers assez lourds, tu sais, et puis qui me disait, mais il y a aussi le regard des autres avocats autour de moi, tu sais, de pas flancher, de pas d'avoir l'air solide, tu sais, parce qu'elles ont besoin, ils ont besoin d'être solides devant la barre, mais du coup, il y a aussi cette un peu injonction mhm, d'être fort, mhm, solide, etc., dans dans leur sphère, tu sais, avec les autres avocats autour d'elles. Ce qui fait que c'est un espace où c'est peut-être plus difficile de se montrer avec la vulnérabilité que ça peut venir réveiller. mhm. Et Absolument. d'où l'importance de leur offrir cet espace où elles peuvent parler librement, en toute éthique, en toute confidentialité, et être accueillies dans ce qu'elles portent elles, en lien Mhm, mhm. avec leurs clients, mais en lien avec, comme tu l'as dit, ce que ça vient réveiller chez elles ou chez eux, là. Mhm. D'accord. Alors du coup, moi j'ai une question très spécifique concernant justement ce point très précis de ton accompagnement. À quel moment, moi j'ai pris conscience de cette réalité, c'est triste à dire, hein, ce sont Mhm. des êtres humains comme vous et moi, avec leur sensibilité. Pourtant, j'ai plus d'un demi-siècle, jamais je me suis posée pour me dire que ben, les avocats doivent être en souffrance eux aussi. Jamais. Mhm. On parle d'un métier, on parle de plein de choses, jamais on parle de cette souffrance. Il y a comme ça des métiers hein, pour lesquels, entre guillemets, le burn-out n'est même pas supposé, la sensibilité n'est même pas imaginable. Alors du coup, à quel moment, toi, tu t'es dit, mais attends, il y a cette niche-là, il y a cette portion de la population qui a besoin de quelque chose que j'ai. C'est ça ton élément différenciant. À quel moment tu t'es pas dit, tiens, mon élément différenciant, tu t'es simplement dit, mais attends, je peux pas les laisser sur le bas-côté. Comment ça Mhm. s'est passé et comment ça s'est passé ton premier accompagnement dans ce cadre-là, en fait? Est-ce que tu peux nous en parler? Avec, avec plaisir. Ben c'est un peu ça va rejoindre un bout que je t'ai nommé tout à l'heure. Tu sais, ma cible première, c'était d'accompagner les victimes qui en souffrent encore aujourd'hui, puis qui peuvent des fois justement être prises dans, tu sais, la peur de porter plainte, parce que porter plainte, ça signifie aussi comme on sait que 90-95% des agresseurs sont dans la famille proche, ça veut dire risquer de perdre sa famille, ça veut dire de jeter un pavé dans la mare, ça veut dire, tu sais, c'est peur de ne pas être cru, d'être jugé, peur d'être rejeté. Tu sais, il y avait tout cet espace-là. Donc, c'est comme j'avais commencé à mettre en place mon accompagnement pour les personnes qui sont dans cet espace de je sais pas si je veux, j'ai envie de porter plainte, mais j'ai peur, mais j'ai honte, mais j'ai donc, j'avais commencé ça, ce qui a fait que j'ai commencé à me mettre en contact avec des avocates plus en lien avec ça, avec ces démarches-là. Et puis, du coup, c'est là où j'avais commencé à, tu sais, à mettre en place des webinaires, un accompagnement, donc, où j'étais dans l'échange avec les avocates, plus pour qu'elles me réfèrent leurs clientes quand il y avait une charge émotionnelle qui était trop difficile ou qu'elles avaient besoin un accompagnement spécifique. Et puis, c'est cette fameuse phrase que je t'ai nommée tout à l'heure de cette avocate qui, en fait, tu sais, au lieu de parler des pistes dont elle avait besoin pour ses clientes, est arrivée en disant, mais je suis à bout. Je suis à bout, Mhm, puis les gens ont tellement besoin que je travaille de très tôt le matin à très tard le soir que je ne peux pas en parler à la maison parce que c'est le seul espace qui est safe, entre guillemets, et qui est libre de ça. Euh, et du coup,
en quelques phrases, de se retrouver face à une avocate qui fait tellement de bien, qui se bat parce que, oui, elle est avocate. Tu sais, tu parlais du métier, de l'image, etc. Mais c'est un métier qu'elle a choisi pour aider, en fait, à la base. Donc, quelqu'un qui était dans le cœur, qui était là pour aider et qui était épuisé. Mhm. Épuisé d'être confronté au système, d'être confronté aux horreurs auxquelles elle avait à faire face. Puis là, ça fait comme, mais je comprends, je comprends. Moi, en tant que thérapeute, à force d'entendre des choses, oui, j'ai aussi besoin de me faire une place en thérapie par ailleurs. Fait que les avocates qui sont confrontées 10, 12, 14 heures par jour face à ces dossiers-là, je comprends qu'elles aient besoin d'un Mhm. espace pour elles. Mhm. Ça fait que J'aime ça m'a beaucoup. ouvert le Voilà. cœur. Mhm. Voilà, c'est ça. J'aime beaucoup ce sur quoi ton accompagnement interpelle, sur l'accompagnement des accompagnants, l'aide des aidants, en fait. Et c'est pas simplement pour les personnes bénévoles qui accompagnent leurs bien-aimés, même les personnes qui en ont fait un métier, qui ont fait un choix, peuvent aussi avoir besoin d'être accompagnées parce que c'est quelque chose de lourd. On est dans de l'humain et on est, comme tu le dis, dans des infractions, dans des agressions relationnelles. On est dans quelque chose où on touche l'horreur de certaines vies brisées et personne ne peut rester insensible. Donc, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Et aujourd'hui, en fait, est-ce qu'à partir de cette personne, donc, le bouche à oreille a fait que tu as eu d'autres avocates ou comment ça s'est passé pour qu'aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose que tu affiches clairement? Tu as Ouais. développé cette spécificité parce que, bien évidemment, accompagner les avocats, c'est très sensible. Tu as parlé d'éthique tout à l'heure. Donc, tu dois leur donner un espace où elles peuvent se poser, elles peuvent déposer. Mais on est dans quelque chose certainement qui se rapproche du secret professionnel, même si Complètement. voilà, donc ce qui rend la chose encore plus sensible, encore plus Mhm. spécifique. Donc, comment Mhm. est-ce que tu as fait une formation spéciale? Est-ce que c'est le bouche à oreille? Est-ce que tu as des canaux de communication spécifiques? Bref, moi, je vais m'arrêter ça avec ma dernière question parce qu'il est pile pour laisser la place Ça aux marche. personnes qui sont là pour savoir si elles ont des questions. Mais voilà ce qui m'est venu à l'esprit. Mhm. J'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Ouais, ouais, avec plaisir. Il y a eu du bouche à oreille. Tu sais, il y a ces premières personnes qui étaient en webinaire, puis que ça a fait on a gardé contact. Il y en a deux d'entre elles qui m'ont demandé un accompagnement, puis ça fait comme, oui, il y a vraiment un besoin. Tu sais, donc ça s'est enchaîné un peu comme ça. Et puis, il y a tu sais, je me suis posée aussi pour me dire, OK, mais comment est-ce que je les accompagne? C'est quoi le cadre pour les accompagner pour que, tu Mhm, sais, moi, je sois en sécurité, tu sais, dans ma pratique, que elles soient en sécurité dans leur éthique, tu sais, au niveau déontologique, mhm. etc. Dans leur Donc, profession. Mhm, c'est poser un cadre, poser une offre, en fait, mais dans l'offre, il y a tout le cadre qui est à poser et qui doit être ultra sécuritaire dans cet espace-là. Puis, tu sais, tu parlais de secret professionnel. La réalité, c'est qu'en tant que thérapeute, je suis déjà là-dedans. Tu sais, je peux pas parler d'un de mes clients, mhm, mhm. peut-être, je là, tu sais, là, je nomme les choses, mais jamais je te dirai le nom de quelqu'un, c'est Absolument, légèrement adapté. Tu sais, absolument. il y a un espace où le secret professionnel est déjà là de toute façon. Il Mhm, est déjà là dans ma pratique, à la base. mhm, Euh, et puis, l'avocat ou l'avocate qui va venir me parler, elle n'a pas besoin de me donner le nom de son client ou de, tu sais, mhm, mhm. Les oui, détails, absolument. c'est ça, Mhm, elle va peut-être elle va parler du contexte parce que c'est ça qui l'a déclenché, tu sais, qui vient réveiller quelque chose chez elle tout en étant, tu sais, elle-même, elle va respecter son éthique de pas mettre en avant le nom de sa cliente ou de son client. Et après, on travaille on travaille, j'aime pas ce mot-là, mais tu sais, on accompagne le vécu de l'avocat ou de l'avocate. On n'est pas sur le dossier. mhm. D'accord, parfait, super. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas, moi, je suis, waouh, je découvre des choses, en fait, je découvre, et à ma grande honte, hein, de me dire que voilà, j'ai jamais pensé, j'ai jamais, en tout cas, moi, mon regard change sur ce métier. Euh, et du coup, c'est une bonne chose, hein. Quand j'étais toute jeune, je voulais être avocate. Alors, c'est pas ça qui m'a empêchée d'être avocate, hein, c'est autre chose. Mais c'est vrai que c'est un métier qui a d'abord commencé par me faire rêver, puis après, qui m'a rendue un petit peu méfiante en me disant, bon, voilà, on a vu des avocats véreux, des choses un peu bizarres, et on oublie toujours l'humain. Et donc, tu es une thérapeute humaniste, et c'est bien de le dire parce que justement, dans l'humain, eh ben, il y a ces portions de la population auxquelles on ne pense pas, auxquelles on n'accorde pas de crédit ou où on n'accorde pas justement ce côté humain.
On oublie que ce sont des êtres humains. Et donc, voilà. Donc, il y a Amandine, Nadège, Annelise, Ernest, Carole et Papa Mamadou qui sont avec nous sur le plateau. OK? Donc, je vais changer un peu l'affichage pour que tout le monde, toutes les personnes qui mettent leur caméra puissent effectivement être vues. Donc, vous avez quelques minutes pour poser des questions. On va pendant 10 minutes voilà, faire le jeu des questions-réponses. Ensuite, si tu le souhaites, tu vas pouvoir parler de ton offre spéciale pour ces avocats que tu accompagnes, si tu souhaites en parler. C'est un espace de promo, hein, voilà. Donc, tu vas pouvoir le faire si tu le souhaites. Et puis, on va tout simplement se séparer, je crois, dans les temps, en respectant les 45 minutes. Alors, il y a Anis qui a ouvert sa caméra. Donc, est-ce que tu as une question? J'ai vu certaines choses passer dans le chat. Dites-moi. Alors, dans le chat, il y a On beaucoup m'entend? d'échanges. On Oui, on m'entend t'entend, là? parfait. Ouais. On t'entend. Je ne connaissais pas le mot de violence vicariante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les- c'est spécifique aux avocats. C'est les violences qui sont comme, j'ai envie de dire, par ricochet. Des avocats Tu qui aurais un sont... exemple? Tu sais, si j'y allais avec une des grosses affaires médiatisées, par exemple, tu sais, les avocats qui ont été, je pense au procès Mazan, ou etc., euh, c'est le fait qu'ils soient confrontés à un tel niveau de violence au niveau du contenu, puis qu'ils soient confrontés aussi à tout ce qu'ils peuvent recevoir de l'extérieur, des médias, de la partie adverse, etc. Il y a un espace qui est violent à cet endroit-là, et c'est ce qu'on appelle les violences vicariantes. D'accord. Ça fait penser au mot anglais quand on dit que c'est escalade, les choses, il y a des escalades, en fait, il y a des ricochets, il y a vraiment, à partir d'un point d'impact, il y a tellement de choses auxquelles on ne pense pas. Et donc, merci pour la précision. Carole a ouvert sa caméra. Est-ce que tu voulais aussi intervenir ou poser une question? Alors, une question, non. Très contente de ce que j'ai appris. Étant thérapeute également, c'est vrai que cette attention toute particulière pour les personnes qui aident, c'est vrai qu'elle n'est pas assez mise en valeur. Et très contente de l'avoir entendue. C'est vrai. En plus, ça va être toi la semaine prochaine. Donc, les thérapeutes se suivent. Et justement, parce qu'elles ont des éléments différenciants, les thérapeutes se suivent et ne se ressemblent pas. Voilà. Donc, chacune aborde la problématique de leur client d'une façon qui leur est propre, avec des choses qui leur sont vraiment dédiées. Et c'est ça qui fait la différence. Qui fait que, voilà, si demain, je croise une avocate, je ne vais pas parler directement de Carole. Pourtant, Carole accompagne les personnes. Je veux dire, en tout cas, il y a Caroline, c'est vraiment ça, c'est sa spécificité. Voilà, voilà, c'est sa singularité sur son marché. Et c'est vraiment ça. Lorsque c'est clair pour nous, c'est clair pour la cible, on sait à qui s'adresser, comment s'adresser, et même pour les personnes qui veulent nous recommander, elles savent à qui nous recommander. OK? Et c'est vraiment salutaire et ça simplifie un petit peu les choses. Ton discours, il est clair, tu t'adresses à une cible précise. Et donc, on sait que c'est le B à bas du succès de tout, du marketing et surtout du process commercial, comme je suis positionnée sur la vente. Donc, pour moi, c'est super important. Donc, voilà, la preuve, voilà, deux thérapeutes, voilà, qui ont le même désir d'accompagner et d'aider des personnes qui sont dans des souffrances, mais voilà, dans des approches différentes et surtout avec une cible différente. Et Carole, donc la semaine prochaine, tu vas nous révéler toi aussi ta singularité. Oui. Merci. Super. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Ah, vous êtes sage. Je regarde J'ai vu si quelques sur questions dans le chat, mais je ne sais pas si... alors dans le chat, j'ai vu qu'il y avait des réactions un petit peu sur les problématiques de violence sexuelle, mais pas de questions. Alors, j'ai une question. Donc, Ernest qui dit, alors une autre question, je vais remonter pour voir s'il y en a une autre. Avez-vous pensé aider un homme qui apprend que sa petite amie a été violée dans le passé? Ça fait partie de mon travail. Ok. Quand je parlais, tu sais, d'accompagner les victimes, en fait, ok, ma conviction, et puis là, ça parle de moi profondément, c'est que pour que les choses bougent à cet endroit-là et pour qu'une victime puisse aussi, on parlait de nourrir la sécurité en relation, etc.,
pour qu'elle puisse se sentir à nouveau sécure dans la relation, se sentir libre d'exister, se sentir libre de poser ses limites, etc., de parler, d'exister. Ça demande que la personne avec qui elle vit, ou les parents, ou la fratrie, ou peu importe les personnes autour d'elle, soient capables de l'entendre et soient capables aussi d'être à l'écoute d'eux-mêmes dans ce qu'ils vivent quand ils sont confrontés justement face aux violences de leur conjointe, par exemple. Donc oui, Mhm. totalement, pour répondre à Ernest, ça fait partie de ma cible, ça fait partie de mon accompagnement de base, en fait. Mhm. Voilà. Donc, tu accompagnes ces victimes et bien évidemment, c'est de la granularité un petit peu. Voilà, tu as un positionnement un petit peu plus ciblé, quelque Mhm. chose qui fait, voilà, quand on parle de cette différence, on parle un petit peu de médecin généraliste et de spécialiste, je sais pas, du genou. OK? Donc, Oui, tous les thérapeutes sont des médecins généralistes d'une forme d'accompagnement. Et puis, voilà, il y a des spécialistes du genou et de ceci et de cela. Et aujourd'hui, on a découvert ce qui représente le genou pour toi, c'est ces personnes du corps juridique qui sont dans des tourmentes et qui encaissent beaucoup et oui. qui, entre guillemets, n'ont pas le droit d'être faibles, n'ont pas le droit d'être fissurées par ce qu'elles sont en train de vivre et qui les traversent. Parce que voilà, ces choses-là nous traversent et toi, tu as comme mission de leur apporter, de créer cet espace où elles vont pouvoir déposer et elles-mêmes restaurer la relation qu'elles ont avec elles-mêmes et les autres. Et donc, ça, c'est super important. Écoutez, je crois qu'on est sage, hein? Il n'y Moi, a j'ai pas une de questions. question. Ah, super. Vas-y, Annelise. Ouais, j'ai une question. Donc là, l'élément différenciant que nous a présenté Caroline, c'est, on va dire, c'est sa cible, une cible particulière à laquelle elle s'adresse, où elle Absolument. a détecté un besoin. Est-ce que l'élément différenciant, ça peut être aussi autre chose que la cible? Absolument. 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 Mon élément différenciant, par exemple, et j'en parle beaucoup, c'est le fait que j'ancre la vente dans de l'amour. Mon élément différenciant, c'est l'amour. C'est pas ma Mhm. cible, même si effectivement j'accompagne les femmes, mais en fait, c'est une différence, mais c'est pas mon élément différenciant. Ça peut être bien évidemment quelque chose de spécifique dans une méthode ou quelque chose de spécifique même dans sa personnalité. Il y a par exemple des personnes qui vont dire, mais j'accompagne par le rire. C'est quelque chose qui fait une vraie différence. OK? Donc vraiment, autant qu'il y a d'individus sur la Terre, autant il y a de différences possibles. Et quand on parle de professionnels, eh ben voilà, ça peut prendre la forme d'une cible spécifique, ça peut prendre la forme, euh, comment dirais-je, d'une méthodologie, ça peut prendre la forme de traits spécifiques, et c'est à chacune de l'identifier. Et d'ailleurs, je vais terminer par ça comme question. Lorsque tu as identifié ça, parce qu'à la base, tu étais censé simplement accompagner les victimes, ok? Tu t'es pas dit, tiens, je vais accompagner les avocats. C'est quelque chose dont tu t'es rendu compte et puis tu t'es dit, OK, mais voilà, il y a une demande, les personnes viennent à moi le bouche à oreille, donc je l'intègre, je l'accepte et je l'accueille et ça fait sens pour moi. J'y avais pas pensé, mais ça fait sens pour moi. OK? Est-ce que justement tu as eu des difficultés à accepter cela? On parle souvent de difficultés à se dire, OK, mais est-ce que je suis légitime? Est-ce que les avocats vont me faire confiance? Est-ce que j'aurais confiance? Est-ce que je saurais? Est-ce que c'est quelque chose qui a généré en toi des conflits, des défis ou des doutes quand tu t'es rendu compte que voilà, il y avait cette porte qui s'ouvrait à toi, peut-être pas à tout le monde, mais à toi. Comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu t'es tout de suite senti légitime, aligné pour cela? Honnêtement, j'aurais tendance à dire oui, dans le sens où le bout d'illégitimité, je l'avais travaillé bien avant ailleurs. Tu sais, on parlait de mon élément différenciant comme le fait que j'accompagne la cible, mais le fait de ne pas travailler sur le trauma, mais de travailler sur les impacts relationnels des violences, c'était déjà un enjeu pour moi, c'est de me distinguer des autres. Fait qu'il y a quelque chose où j'ai travaillé là-dessus et ça partait vraiment d'une position à l'intérieur où je suis, puis tu sais, parce que je l'ai vécu personnellement, parce que je l'ai accompagné professionnellement avant, etc. Mais tu sais, je suis convaincue que tu sais, pour reprendre des mots, tu sais, la résilience, c'est un chemin, mais c'est pas censé être l'aboutissement. L'aboutissement, c'est retrouver une vie libre, tu sais, et épanouie, etc., et Mhm. être soi et tout ça. Il y a Carole qui sourit. Je l'ai vu. Je t'écouterai la semaine prochaine, ou dans Carole, là, quand tu passeras. Euh, Super. puis tu sais, puis effectivement, moi, je souris aussi parce que tu sais, je le sens que ça résonne à l'intérieur de mon corps, là, quand j'en parle. Mhm. C'est, je suis convaincue de ça. Tu sais, traiter le trauma, oui,
Mais c'est pas parce que tu as pris soin du trauma que tu es de nouveau libre dans ta parentalité, dans ton rapport à ton conjoint, dans etc., etc. Mhm. Et de toucher à mon socle du pourquoi je veux faire ça à l'intérieur, parce que ça fait du sens, parce que j'ai traversé ce chemin, parce que je sais viscéralement que c'est possible, pas toujours évident, mais que c'est possible d'aller mieux, de vivre libre, etc. Mhm. Ça fait que je me sens légitime là-dedans. Et il n'y a pas de différence pour moi entre accompagner une avocate qui porte une charge émotionnelle liée aux violences ou accompagner une victime qui porte une charge Mhm. émotionnelle liée aux violences ou un proche, etc. Mhm. Pour moi, ça Mhm. part du même endroit à l'intérieur. Super. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'en fait, ce que moi, je perçois chez toi, et je peux te dire que c'est pas toujours le cas, c'est pas souvent le cas, l'élément différenciant, cette spécificité, c'est quelque chose qui pose beaucoup de questions, qui bouscule énormément. Et toi, ça devient une continuité de quelque chose parce que tu avais déjà fait ce travail en amont. Parce que c'est cela, en fait, la clé. Ça va faire un travail de légitimité. Et lorsque ce travail est fait, en fait, entre guillemets, on est prêt à accueillir, en fait, et même, je dirais qu'on facilite les portes qui vont s'ouvrir pour, voilà, pour revenir à moi. Moi, j'avais pas fait ce travail-là, en fait, sur l'amour. Et lorsque même si c'était quelque chose que je pratiquais dans le quotidien, mais mettre le mot dessus, ça a été très difficile. Ça m'a pris un an parce que j'avais pas fait ce travail d'acceptation, en tout cas ce niveau d'acceptation-là. Mes clients me disaient, oui, mais écoute, j'ai jamais pensé qu'un jour je pourrais autant aimer vendre. Le mot amour revenait. Mais moi, je disais, ouais, c'est du soft closing, c'est du closing bienveillant. Je cherchais toutes sortes de mots. Et puis, mais le truc qui était là, ça me pendait au nez. Mais j'ai dû faire ce travail-là. Et lorsque c'est fait, en fait, c'est comme si un champ de possible s'ouvre et puis on rentre dans une autre dimension et on se sent, moi je me sens bien et je le sens pour toi en fait. Et donc c'est ça en fait, c'est vraiment l'objectif de se dire que euh, euh, ça va être, c'est la continuité, c'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement lorsqu'on l'accueille. Et bravo pour ça. Je pense, j'espère que ça va encourager les personnes qui nous regardent et qui vont nous regarder, de se dire que voilà, notre société nous a appris que toutes les choses qui ne répondent pas à ce qu'on a planifié, ou bien qui font de nous des êtres différents, en tout cas qui sont différents de ce qui est prévu, parce qu'on a toujours ce moule des références quelque part, eh ben, c'est pas toujours évident de tout de suite l'accueillir. Et il y a des personnes qui passent à côté de plein de choses. Mais est-ce que je suis légitime? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que moi, par exemple, je me dirais, mais est-ce que les avocats sont prêts à venir vers moi, qui je suis, ainsi de suite? Il y a ces questions-là. Et donc, le travail que tu as fait en amont t'a permis de tout simplement suivre ta voie. Et ça, c'est puissant. Donc, bravo en tout cas, Caroline, pour ça. Donc, je vais regarder l'heure. Je crois qu'on a fait le tour. Il est 13h14. Il nous reste une minute. Il y a Nadège qui dit merci pour ces échanges toujours instructifs. Merci beaucoup, Nadège. Alors, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous parler de ton offre? Est-ce que tu veux parler, voilà, 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 pour clore. Ben, je pense que mon offre a probablement été plus ou moins évoquée, tu sais, à travers le chemin ce qu'on vient de partager. C'est sûr que j'accompagne donc en thérapie individuelle les adultes. Alors, oui, spécifiquement dans les impacts relationnels des violences que ça, que ça peut avoir encore aujourd'hui. Mais pas seulement, tu sais, évidemment, j'accompagne, tu sais, je suis une thérapeute là, donc je peux recevoir des personnes qui sont en deuil, qui se questionnent, etc. Mais c'est sûr que c'est comme ma ligne directrice, puis mon public de cœur, j'ai envie de dire. Donc, j'accompagne en thérapie individuelle. J'accompagne les enfants ados aussi. J'ai une spécificité enfants-ados pour les accompagner au niveau, là, davantage de l'accueil de leur monde émotionnel, de leurs difficultés relationnelles, de voir comment ils peuvent réagir différemment, etc. Et puis donc, cette offre au niveau des avocats j'ai envie de dire, qui a comme deux chemins, qui est celle où je les accompagne, où je travaille en lien avec eux parfois pour recevoir en individuel leurs clients, justement, qui sont dans une procédure, puis qui sont pris dans la colère, pris dans l'impuissance ou dans tout un tas de choses, tout un tas d'émotions, pour que bah, leurs clients puissent se déposer. Ça, c'est le bénéfice numéro un. Bénéfice numéro deux, c'est qu'ils puissent retourner en relation avec leur avocate en étant plus apaisés et que la séance avec l'avocat soit plus constructive. Et puis cet accompagnement spécifique aux avocats qui est
de les entendre eux dans leur vécu, dans ce qui peut être difficile, dans la charge qu'ils peuvent porter. Et là, c'est soit en individuel, puis j'ai aussi quelque chose qui s'ouvre au niveau du partenariat avec certains cabinets, où ça peut être, par exemple, prévoir une fois dans le mois ou selon les besoins du cabinet, etc. Mhm. Quelque chose qui est ajusté selon les besoins, en fait. Super. En tout cas, nous savons, enfin, j'ai partagé le lien de ton calendrier, je vais encore l'ajouter pour les personnes qui veulent peut-être prendre rendez-vous avec toi et profiter de ton accompagnement. Encore merci, Caroline, pour, voilà, pour nous avoir accordé ce temps, cette immersion dans ton univers avec ce qui fait ta force et ce qui est comme un phare, en fait, dans ton activité, cette spécificité, l'élément différenciant. Je vous souhaite vraiment de l'identifier et de vous en servir comme d'un socle propulseur. On se retrouve la semaine prochaine avec Carole qui est là. Alors, Carole, du coup, tu fais un petit coucou, tu invites à nous rejoindre la semaine prochaine. Allez, pub. Non, je vous invite à me rejoindre la semaine prochaine. Et, euh, et surtout, je suis super heureuse de ce que j'ai entendu. Franchement, Caroline, merci. Avec plaisir. Merci. Et je pense qu'on va se contacter. On va se contacter prochainement. Très Et bien. il est très important d'écouter les différents thérapeutes parce qu'on a tous une manière de faire et on a des accompagnements qui sont complètement différents et des cibles différentes également. Et, euh, et c'est vrai que lorsque des gens ont tendance à dire, bah oui, tu as de la concurrence, mais, oh, mais qu'est-ce qu'on aimerait ne pas en avoir puisqu'on travaille sur des souffrances. Et la seule chose, notre seul désir, c'est que les gens aient mieux. Donc, on n'est pas dans un monde de concurrence, on est dans un monde où on doit Absolument. s'élever l'une et l'autre, travailler ensemble, voir les points de synergie. Parce que moi, quand j'ai pas la réponse sur quelque chose, ben, je préfère avoir quelqu'un à qui je peux envoyer la personne et qui aura la réponse et qui pourra continuer l'accompagnement. Donc, si j'ai quelque chose à ajouter, c'est ça pour aujourd'hui. Très important. Mais vraiment, merci. Parce que l'élément différenciant sort de la comparaison. Nous accompagnons, les thérapeutes sont là en train de dire, nous accompagnons tel ou tel profil, mais on a toute une différence, tous une différence, et c'est ce qui fait que, justement, on peut s'entraider, et c'est au bénéfice pour les personnes qui sont accompagnées. Donc, l'unicité permet, ça sort de la comparaison, parce que l'unicité, c'est quelque chose qui consolide l'estime de soi, consolide l'estime de soi. En tout cas, c'est l'approche que j'ai. Et donc, voilà, en tout cas, merci. Je suis très, très heureuse pour cette première édition. Je vous donne rendez-vous, donc, pas la semaine prochaine, puisque ce sera le 25 avec Carole. La semaine prochaine, nous avons notre quatrième édition du Lunch and Connect, OK? Donc, notre rendez-vous de réseautage mensuel, où vraiment, pendant, alors le temps s'arrête, hein, 2 heures, 2 heures et demie, nous prenons le temps de nous connecter. Donc, de toute façon, restez voilà, sur LinkedIn à l'affût. Vous aurez toutes les informations et on va pouvoir continuer, progresser ensemble et avoir de belles, voilà, peut-être des synergies entre Carole et Caroline. Qui sait? Voilà, c'est comme ça que les choses se mettent en place et c'est merveilleux. Merci pour votre présence, Amandine, Oui. Anise, Papa et puis Carole. Et puis il y avait quelqu'un d'autre, je ne sais plus, Ernest. Merci et puis bonne fin de semaine, bon mois de février. Et puis encore une fois, c'est pas trop tard pour encore souhaiter une lumineuse et fructueuse année 2026. OK? Ciao, ciao. Merci encore. Je vous love Merci close. à tout le monde. Ciao, ciao. Au revoir.